On va faire les présentations. Du coup, je vais juste vous demander de dire un mot, Lucie, Madeleine et Anna, pour qu'on vous repère bien quand je vous présente. Donc, je vais faire dans l'ordre. Lucie Paye avec Les Cœurs inquiets, publié chez Gallimard par Benjamin Barnier, qui est un éditeur chez Gallimard. Oui, alors Lucie Paye, c'est moi. Voilà, je suis à Londres. Je suis ravie d'être là. Un grand merci. Et que dire de plus? Ben voilà, premier roman, mais maman de 2 enfants. Et très heureuse ouais, de pouvoir en parler avec vous. Donc, allons-y. J'adore le parallèle sur un premier roman et 2 enfants. C'est très bien avec ce que j'ai écrit après. Donc Madeleine Roth pour Avant le jour à la fosse aux ours avec Pierre-Jean Balzan. Oui, bonsoir à tous. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Et moi, c'est pas vraiment un premier roman, c'est un premier roman adulte, mais j'en ai écrit 4 en jeunesse. Et ça a été une vraie chance d'être publié à la Fosse aux ours parce que c'est un éditeur que j'adore. Et pour l'instant, la vie du livre est assez magique. Donc, je suis ravie. Et pour ceux qui ne liraient jamais de littérature jeunesse, parce que ce mot jeunesse est accolé, je vous invite vivement à aller lire les romans de Madeleine parce que vraiment, ils sont magnifiques et ils vous parleront tout autant qu'à des plus jeunes. Et puis, Anna Zerbib, pour nos après-midi d'hiver, paru chez Gallimard, et là, sous l'édition de Charlotte Van Essen. Bonsoir tout le monde, je suis vraiment très contente d'être là et puis de voir tous vos visages. Je suis d'autant plus contente que c'est vrai que mon livre est paru à la veille du confinement, il y a environ 1 an. Donc, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'en parler, de rencontrer des lecteurs et lectrices. Donc, vraiment, je suis très contente ce soir. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Bienvenue à toutes les trois. Donc, on va garder cet ordre-là, du coup, de Lucie, Madeleine et Anna pour les réponses. Voilà, hein, ça manque un peu, comme on disait, de spontanéité, mais pour éviter les échos et les problèmes de micro. Alors, on va commencer par un petit exercice que j'aime bien, qui est un portrait chinois. Je vais vous prendre surprise, hein, je vous avais pas prévu, donc ça va être spontané. Si vous étiez un lieu, Paris. Paris qui me manque tant depuis si longtemps. Tu veux que j'en dise plus ou je m'arrête là? On t'entendait plus, hein, Charlotte. je vais essayer de laisser mon micro ouvert, Oui. moi, et puis s'il y a des échos, vous me le dites. Madeleine. Moi, c'est un chalet en montagne qui est presque le personnage de mon dernier roman jeunesse qui s'appelle Mon père des montagnes. Un chalet en Savoie. J'ai eu un petit peu plus de temps pour réfléchir. Une plage. Pas mal. En ce moment, ça fait rêver. Si vous étiez une odeur. Ouf. Ouais, c'est pas facile, j'avoue. Je Le vous ai pain pas de- réservé les plus faciles. Non, je dirais le pain d'épices. Je dirais du parfum. Le parfum de ma mère, peut-être. Pense à de la lavande. Et une gourmandise. Une gourmandise. Une gourmandise, eh bien, une chouquette. Madeleine, on Madeleine, n'a on pas t'a pas entendu. entendu. Un gâteau au chocolat. Une viennoise au chocolat. Et là, je vous autorise 3 mots. Après, promis, vous pourrez parler autant que vous voulez. 3 mots pour qualifier votre roman. Le piège. Vérité, poésie, et c'est un mot un peu galvaudé, mais peut-être. Non, j'allais dire amour, mais je dirais absence. Madeleine? Moi, je vais dire amour. Femme et mère.
j'ai pas du tout réfléchi. Ombre, hiver et espoir. Très bien. Bon, il y a des... Voilà, il y a des similitudes. Évidemment, vous n'alliez pas répéter ce que la personne avant. J'aurais dû vous le faire cacher, en fait, pour voir s'il y avait des corrélations. Parce qu'évidemment, il y en a plein entre vos trois romans. On est dans une écriture de l'intime. Alors, je le dis tout de suite, avant qu'il y ait des confusions, je ne l'entends pas comme de l'autofiction. On pourrait en parler avec Madeleine notamment. Mais voilà, une écriture de l'intime, une écriture sur l'absence. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens dans vos trois romans. Une écriture sur la création aussi. Lucie, à travers la figure d'un peintre et d'une femme en train d'écrire, même si ce sont des lettres. Madeleine, où là, il y a de toute façon l'implication du geste d'écriture en train de se faire, comme Anna. Donc voilà, plein de points communs. Et puis des livres sur les sensations, sur les sentiments, où on enlève un peu tout le décor autour et où on s'attache à l'humain et à la colonne vertébrale. Justement, sur cette écriture de l'intime, ou en tout cas des sentiments, quel est votre rapport, j'allais dire, le rapport entre l'écriture et la vie? Quelle place prend l'écriture dans votre vie? Alors, pas assez de place, malheureusement, parce que tout le reste prend beaucoup plus de place. Donc, il y a l'aspect horaire. Donc, j'aimerais que ça prenne plus de place. Mais pour ce qui est de l'aspect mental, de l'occupation mentale, c'est énorme, surtout en phase d'écriture. Et je pense que Madeleine et Anna confirmeront ça. Tout à coup, on est possédé. Alors, il y a des étapes dans la création d'un roman, mais il y a une phase où on est vraiment possédé par le roman. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, avec quelles que soient les expériences qu'on vit, il est toujours là et on vit avec nos personnages. Donc, voilà, je ne voudrais pas en dire trop pour qu'il reste à dire pour Anna et Madeleine, mais pour faire vite, ce serait ça que je dirais, oui. Moi, j'essaye d'écrire un peu tous les jours. Alors, sur Facebook, j'écris parfois 10 lignes, mais ça suffit. mais j'écris depuis que je sais écrire, je pense, et que ça a une importance énorme dans ma vie. Après, je suis libraire et je ne me verrai pas qu'écrire non plus. Je pense que mon métier est très important et j'adore aller au boulot. Donc, ça a une très grande part dans ma vie, mais ça me ferait peur que ça prenne toute la place quand même. Pour ma part, l'écriture, je dirais, prend à peu près toute la place, mais pas forcément en tant que geste scriptural. C'est juste que j'ai quand même l'impression de tout le temps penser à ce que j'écrirais ou à ce qui s'écrit. Après, j'aime bien écrire souvent, mais peu. En fait, écrire trop peut m'oppresser, peut être un peu engloutissant. Et donc oui, j'aime bien écrire par petits bouts, par petits morceaux. Et j'ai remarqué que l'écriture du journal, notamment, est un exercice qui m'aide à rester en contact avec l'écriture scripturale et pas juste à être dans quelque chose qui serait seulement dans ma tête. Justement, on sent du coup, je vais utiliser le mot, un caractère un peu obsessionnel, en tout cas de permanence de l'écriture. Qu'est-ce qui a précédé ce texte-là? Alors pour Lucie et Anna, est-ce que c'est vos premiers écrits ou est-ce qu'il y a déjà eu, enfin vos premiers écrits romanesques, hein, j'entends, ou est-ce qu'il y en a eu qui sont au fond des tiroirs? Qu'est-ce qui a précédé ce texte-là, cette histoire-là, pour ces premiers romans? Alors, moi, en effet, c'est mon premier écrit romanesque. Je suis historienne de formation spécialisée jardin, donc j'ai écrit des livres sur les jardins, mais de la fiction, non, jamais. Et qu'est-ce qui a précédé ça? Juste la volonté d'écrire et un instant très précis où je me suis dit, je vais le faire. Alors, c'était un concours de circonstances dans ma vie personnelle qui me permettait de le faire, mais c'était aussi une décision qui m'est un peu tombée dessus. Alors, une lente maturation et puis... souvent, ça arrive dans la vie. On a cette espèce de lente maturation qui se fait à l'intérieur de soi. Et parfois, les choses les plus difficiles à entreprendre sont celles qui nous sont les plus chères, parce que c'est là qu'on a le plus peur d'échouer.
Mais ça a été vraiment un déclic où je me suis dit, maintenant j'y vais. Et j'étais en train de nager, je me souviens, dans la mer et j'étais sous l'eau. Et je me suis dit, dans un an, j'aurais écrit un roman. Et un an plus tard, j'avais écrit ce roman. Voilà. Et je n'avais pas de sujet en particulier. Je me suis assise et je me suis dit, j'ai un an pour l'écrire. Et je me suis laissée emportée par le roman. Je n'avais absolument aucune idée quand j'ai écrit les premières lignes de ce sur quoi j'allais écrire et de quels seraient mes personnages et où ils allaient m'entraîner. Non, Anna. Anna avant Madeleine. Non, il n'y a pas de problème. Allons-y, Anna. Non, en fait, je me demandais, Charlotte, si tu avais posé la question aussi pour Madeleine, comme elle avait écrit. Donc, je ne savais pas si c'était à moi ou... Non, la question, elle était posée à Lucie et à Anna. Oui, non, mais j'intégrais Madeleine aussi, mais je faisais la petite distinction vu qu'il y avait eu des écrits jeunesse avant, mais Madeleine n'échappera pas à la question quand même. D'accord. Donc, du coup, je ne sais plus trop. Qu'est-ce qui a précédé ce texte-là, en fait, cette nécessité d'écrire ce texte-là et d'envisager un roman adulte, du coup, sur cette question-là? Alors, il y a eu beaucoup d'ébauches avant d'arriver à ce texte-là, des ébauches qui ont été refusées par d'autres éditeurs. De toute façon, parce que c'était trop court aussi, je pense, parce que Avant le jour, c'est un texte très court. Mais c'est un texte que j'ai depuis pas mal d'années dans mon ordinateur. Donc, il a vu le jour de cette façon et c'est super. Mais j'y croyais presque plus quand l'éditeur m'a dit oui, parce qu'il y a eu pas mal de refus avant. Pour finir à La Fosse aux ours, qui est quand même très très chouette. Anna? Oui, moi j'ai écrit un premier roman il y a quelques années que j'ai depuis un peu dépecé pour écrire d'autres textes et notamment les après-midi d'hiver. Mais j'ai pas de frustration quant à ce roman-là. Parce qu'il a, j'ai l'impression que le fait de ne pas l'avoir publié en tant que tel m'a permis d'écrire d'autres choses et m'a aussi en fait permis de fait d'arriver jusqu'à mon éditrice puisqu'il a d'abord été refusé donc, par une autre éditrice mais qui l'a finalement mis entre les mains de l'éditrice que j'ai actuellement. Oui, en fait, j'ai vraiment l'impression que ce premier roman, oui, est resté dans le tiroir, mais pas vraiment. Enfin, au contraire, il m'a poussé dans le deuxième. Très bien, on en parlera à la fin, mais très bien, on a noté. Justement, dans vos 3 romans, il est aussi question de création. Alors, Lucie, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y en a quelques-uns certains qui ne l'ont pas lu, mais le livre est en cours de circulation et sera lu par tout le monde ensuite. Donc, on va pas dévoiler, mais il est question d'un peintre que l'on voit créer, vraiment la création en cours. Dans Madeleine, il y a on va dire un double de fiction. Après, tu nous diras comment tu préfères le qualifier, mais qui est en train d'écrire en fait ce qui lui arrive. Et Anna aussi, il y a cette dimension de l'acte créatif. Comment donc Lucie, on a bien entendu que finalement il n'y avait pas de plan de départ, mais est-ce que c'était évident pour Madeleine et Anna de se mettre en scène? Alors votre personnage, pas forcément vous. Après ça, je vous laisse répondre sur cette question-là. Et Lucie de travailler et d'expliquer autour de l'acte créatif. Alors, je commence. Non, moi, je ne savais pas du tout que j'allais écrire là-dessus. Ce que je peux dire a posteriori, c'est qu'on écrit évidemment avec ses obsessions et ses centres d'intérêt. J'ai travaillé dans le secteur culturel, c'est ma formation. J'ai une formation d'histoire de l'art. C'est des choses qui me travaillent. Et la fréquentation des artistes est quelque chose qui fait partie de ma vie quotidienne. Mais je crois qu'il y a eu un phénomène, et ça, à nouveau, ça ne s'explique qu'à posteriori. Le peintre, qui est l'un des héros, l'un des 2 personnages principaux de mon histoire, le peintre est en fait une espèce de double de moi, puisqu'il produit sa seconde exposition, et c'est aussi une réflexion sur le rôle de l'inconscient dans le processus de création. Et je pense que
j'avançais à l'aveugle dans l'écriture de ce roman, notamment par ma façon de travailler, mais notamment parce que c'était un premier roman. Et donc, je ne cessais de rencontrer les mêmes difficultés que mon personnage principal. Donc, c'était une réflexion sur la création parce que c'est un sujet qui m'intéresse et parce que le monde de l'art m'intéresse et j'ai une admiration, une fascination sans borne pour les artistes, mais aussi parce il s'est installé un processus de mise en abîme en quelque sorte où le peintre et les gens qui accompagnaient le peintre finalement étaient un peu mon double. Et ceux qui accompagnaient le peintre, son galeriste ou sa compagne, étaient un peu mes compagnons imaginaires que j'aurais aimé avoir et qui venaient de temps en temps dans le roman me dire ça va aller, continue et give me a nudge comme on dit en anglais. Donc voilà, donc c'est étonnant de voir à quel point des choses se mettent en place sans qu'on les ait forcément décidées. Et Charlotte, tu as absolument raison de dire que c'est complètement, même si ça reste tout à fait un roman et des histoires et des émotions, et c'est absolument pas un essai littéraire, mais il y a tout un travail, notamment dans le jeu de cadrage, le jeu de perspective. Il y a vraiment un travail sur ce que c'est que l'expérience picturale et voilà, et mon expérience de la création avec ce premier roman. Madeleine, du coup, où là, il y a on peut peut-être un peu là utiliser le terme d'autofiction, notamment. Enfin, j'avoue que moi, quand je lis du Madeleine Roth et que je pense à Madeleine Roth, je pense toujours un peu à Annie Ernaux, qui en plus est l'exergue du roman. Voilà, quel est le rapport avec l'autofiction, avec une espèce de mise en abîme? Quelle distance on a en fait avec le texte sur ces questions-là? Alors moi, je suis une grande lectrice d'autofiction depuis très longtemps, depuis la découverte d'Annie Ernaux quand j'avais 14 ans, je crois. J'adore Emmanuel Carrère aussi, j'adore Lionel Duroy. Je trouve que en tant que lectrice, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Après, pour ce texte-là, il a notamment été refusé sous une autre forme parce que justement, on m'a reproché qu'il n'y avait pas assez de distance. Donc, j'ai essayé d'inventer ce voyage à Turin. J'ai inventé des choses qui me permettaient de créer cette distance parce que si j'étais restée dans l'autofiction pure et dure, ça n'aurait pas fait le même livre, je pense. Donc, ce que j'écris sur Facebook, c'est clairement de l'autofiction. Là, c'est un roman. Avant le jour, c'est un roman quand même pour moi. Après, il n'y a pas énormément de différences, mais moi, je sais quelles sont les différences et peut-être que c'est ce qui m'a permis d'en faire un texte plus abouti, c'est de créer cette distance, de créer des choses qui ne m'étaient pas arrivées. Oui, pour moi, j'ai l'impression que écrire sur l'écriture était indispensable puisque en fait, les préoccupations de ma narratrice sont vraiment des préoccupations d'écrivain, enfin d'écriture, puisque tout le sujet du roman, c'est qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on peut garder, comment on peut garder les choses, comment on peut garder les gens, où, à quel point. Et en fait, pour moi, ce sont des questions d'écriture et c'est ce qu'on essaye aussi en écrivant. Et la montrer en train d'écrire et en train d'essayer de vivre des choses pour les écrire, c'était c'était nécessaire. Et puis oui, ça parlait de ce questionnement sur l'absence et la présence qui est au cœur du roman. Et vraiment, j'ai l'impression que ces moments d'écriture sont des moments de présence, alors que tous les moments de rencontre avec les autres personnages sont plutôt des moments d'absence, un peu plus évanescents. Donc voilà, j'avais l'impression de pouvoir faire cette espèce de lien entre le décollement qu'elle peut avoir de la réalité et puis les moments où elle s'en rapproche, où paradoxalement, elle est seule et elle est face à son carnet. Mais ce sont des moments très bruts, très vrais.
Justement, dans vos trois romans, ce sont des romans très sensoriels, sensuels. On a vraiment l'implication du corps dans l'acte créatif, mais même dans l'histoire que vous racontez. Comment est-ce que c'est des écritures qui vous viennent naturellement et vous êtes, et je n'en doute pas, hyper talentueuse et il n'y a pas de retravail et c'est un premier jet. Comment on écrit voilà, les sensations, enfin des choses qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas forcément des pensées, mais qui sont l'écriture du corps finalement? Alors, d'abord, je crois qu'on écrit tout le temps. C'est-à-dire que chaque expérience la vie nourrit l'écriture en permanence. Et c'est peut-être, j'ai souvent tendance à dire que pour écrire, il faut la discipline, il faut la foi, parce qu'il faut y croire pour tenir la longueur. Et puis, il faut quand même aussi la disposition. J'aime pas trop le mot de talent, mais je pense qu'il faut une disposition et je crois que c'est une forme de sensibilité ou de réceptivité à certaines choses. Et donc, alors non pas que toute littérature est faite de ça, de sensations, et il y en a qui sont plus centrées sur le récit, l'intrigue, mais je crois, enfin pour moi, quand j'écris, j'ai vraiment le sentiment que j'ai écrit juste lorsque j'ai réussi à, à traduire un faisceau de sensations qui vont permettre au lecteur de... C'est très proche de l'expérience, je trouve, d'interprétation d'un personnage en art dramatique. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, et je ne sais pas si Madeleine et Anna, vous avez ce sentiment-là quand vous écrivez, mais moi j'ai le sentiment, peut-être pour avoir fait pas mal de théâtre, mais de me glisser dans la peau de mes personnages. Et d'ailleurs, c'est fatigant comme l'interprétation théâtrale, c'est-à-dire qu'on sort d'une séance d'écriture, comme on sort de scène, ou comme on sort d'avoir posé dans un studio, ou c'est mon expérience des arts plastiques, mais il y a une espèce d'implication physique en même temps que l'implication intellectuelle. Et donc, tous les sens sont sollicités et c'est le plus difficile. Mais moi, quand j'écris, c'est avant tout, tu as raison, Charlotte, de le souligner, de l'avoir remarqué, ce sont avant tout des aventures sensorielles, des expériences sensorielles qui me reviennent et que j'essaye de retraduire au plus juste. Alors, ça vient sur comment ça vient et est-ce qu'il y a beaucoup de travail de réécriture. Ensuite, c'est une autre question. The writing is in the rewriting, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que la réécriture, pour moi, est primordiale. C'est là que... Et j'ai l'impression de modeler de la glaise. Et donc, si vous pensez à Giacometti en train de modeler ses figures, c'est on enlève, on remet, on modèle, on appuie ici, on retravaille là. Et donc, ce travail-là, il est essentiel. Et on a la matière brute. Parfois, elle sort merveilleusement bien et parfaitement agencée. Ça, c'est relativement rare. Mais il y a des moments comme ça, d'espèce de fulgurance, où c'est parfait tout de suite. Mais la plupart du temps, c'est vraiment un travail de modelage. Donc, cet aspect sensoriel, il est dans les expériences qu'on traduit et qu'on transmet, mais il est aussi dans la façon dont on pétrit la langue. Il y a quelque chose, pour moi, de très sensuel, et peut-être aussi parce que je vis entre deux langues. Et donc, j'ai peut-être une oreille ou un rapport à la langue qui est différent, parce que j'ai une grande sensibilité aux sonorités et à la texture de la langue. Et souvent, d'ailleurs, je suis frustrée d'avoir un mot qui sonnerait mieux en anglais et que je ne peux pas mettre dans un écrit en français. Et voilà, donc oui, les sens et la sensorialité est primordiale selon moi dans l'écriture, et c'est ce que j'aime aussi dans les livres que je lis. Et ensuite, c'est une question de goût. Madeleine? Alors moi, je réécris pas beaucoup. Quand j'écris, quand je me mets sur mon ordinateur, en général, j'écris très peu. Je peux écrire une page ou deux. En général, j'écris pas plus que ça. Mais par contre, je réécris pas énormément. C'est vrai que quand il m'a proposé des corrections, Pierre-Jean Balzan, parce qu'il y avait quand même quelques corrections, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait des choses qui étaient à retravailler. Après, on n'a pas fait énormément de corrections, mais on en a fait un peu. Mais par contre, moi, en tant que telle, j'ai plus tendance à écrire ce qui vient. Après, ce qui vient, ça a été longuement mûri, hein, ça a été longuement réfléchi. Je marche beaucoup, j'écris beaucoup dans ma tête quand je marche.
Mais par contre, le travail de la réécriture, c'est quelque chose que je ne connais pas énormément, hormis à l'étape des corrections avec l'éditeur. Alors, moi, j'aurais écrit de moins en moins pour moi-même. C'est-à-dire que j'ai remarqué que moins je réécrivais, mieux c'était. J'ai eu tendance auparavant, mais peut-être qu'il fallait en passer par là, à beaucoup retravailler mes phrases et à arriver à quelque chose finalement de moins essentiel. Donc maintenant, j'essaye de laisser les choses un peu plus comme elles sont. Mais par contre, j'ai adoré retravailler mon texte avec mon éditrice. Mais j'avoue qu'on n'a pas forcément touché à la texture des phrases et aux mots, à la ponctuation, mais davantage, elle m'a suggéré des ajouts, par exemple un portrait de personnage que je n'avais pas fait, ou bien un souvenir à ajouter. Et en fait, à chaque fois qu'elle me suggérait un ajout, bah, c'était un texte que j'avais déjà écrit et que j'avais remisé. Donc ça a été vraiment très beau pour moi de finalement rajouter des choses que j'avais soustraites par pudeur ou par impression que c'était pas intéressant. Et puis parfois, elle m'a aussi aidé à oser certaines choses en me disant ça, par exemple, ça nous manque, on n'a pas cette information, qu'est-ce qui se passe, c'est qui ce personnage? Et parfois, je n'osais pas et c'est vrai que ça m'a donné du courage. Et puis pour ce qui est de la question du corps, je réfléchissais en écoutant Lucie. Pour moi, c'est vraiment central. Il n'y a pas de différence entre le corps et l'écriture. En fait, aussi en tant que femme, j'ai l'impression que pour moi, le corps, c'est la question. Enfin, la question de la peau, la question de ce par quoi l'on touche, ce par quoi l'on accède aussi aux autres et au monde. C'est la même question que l'écriture. Et j'ai vraiment l'impression que c'est sur ça que j'ai envie d'écrire. C'est le sujet, en fait, pour moi, le sujet du corps et toutes les problématiques que ça pose, en fait. Voilà. Merci. J'ai oublié que j'étais en train de, de modérer la rencontre. Je vous écoute, c'est passionnant. On va lever un peu le voile sur le côté magique de la publication. En plus, bon, Madeleine, on a entendu que ça a été un parcours long pour en arriver là. Donc, soit une petite anecdote, soit nous raconter ce moment où on vous a dit c'est bon, et le moment où vous avez peut-être tenu votre livre entre les mains. Peut-être ça vous a rien fait à ce moment-là, hein, mais en tout cas, voilà, autour de la publication et de finalement donner un bout de vous-même, surtout vous avec des écritures comme ça, encore une fois de l'intime ou en tout cas très personnel, donner à voir à nous, lecteurs. Alors, sur le côté anecdotique, donc je l'ai écrit, je l'ai mis dans un tiroir. J'ai deux amies qui m'ont dit, mais t'écrivais pas un roman? Je dis, oui, j'écrivais un roman. Et elles m'ont dit, bah, on peut le lire? Je dis, pas sûr. Et allez, ok. Et elles m'ont dit, mais tu l'envoies? Évidemment, tu l'envoies. Je dis, mais attends, je l'envoie. Bon, j'envoie? Ok, je l'envoie. Donc, je prends une enveloppe, j'écris, je regarde l'adresse de Gallimard et j'envoie à 5 rue Gaston Gallimard parce que bon, ben voilà. Et puis, 15 jours plus tard, mon téléphone sonne, je rate l'appel parce que bon, je n'ai pas un rapport au téléphone très affectif. Et puis, je me dis, Paris quand même, est-ce que c'était un numéro 106? Je me dis, oula, peut-être un numéro français, une amie, un truc urgent, j'en sais rien, voilà. Et donc, je rappelle et je dis, vous avez cherché à me joindre. Et là, j'entends, bonjour, Benjamin Barnier des éditions Gallimard. Je viens de finir de lire votre manuscrit. Et j'étais au café, j'ai dû me cacher derrière le manuscrit parce que je pleurais. Et voilà. Et moi, quand on entend les éditions Gallimard, on se dit, oula, on se pince, on se dit, est-ce que je rêve? On se dit, est-ce que je vais dire un truc complètement idiot? Et on pense à Camus, et on pense à Cohen, et on pense à Duras, et on pense à Sartre, et on pense à tous ces gens-là et à tous les gens et tous les livres qu'on a lus et qu'on a ouverts et on a regardé cette couverture et on se dit merci, tout simplement. On dit merci la vie.
Mais ensuite, c'est un parcours un peu plus long parce que l'éditeur doit ensuite le faire passer au comité de lecture. Ensuite, Antoine Gallimard doit donner son feu vert, etc. Mais voilà, ça se passe comme ça. Donc, le côté anecdotique est à la fois très beau, très overwhelming, c'est trop. Donc, c'est très irréel. Et de voir l'objet ensuite fabriqué, ce qui est très beau, c'est de se dire qu'il va revivre. Mais en fait, je le vois, moi, en tant que lectrice. J'ai d'abord une gratitude énorme pour les gens qui vont lire mon livre parce que je me dis qu'ils vont faire d'abord, ils vont redonner vie à cet ouvrage. C'est-à-dire qu'un livre qui n'est pas lu est un objet mort. Donc, l'idée qu'il va être oui, ramené à la vie par les lecteurs. Ensuite, une gratitude pour les lecteurs qui vont lui consacrer du temps. Donc, il faut beaucoup, beaucoup de vanité et de courage pour se dire qu'on a écrit quelque chose qu'on peut imposer, qui justifie qu'on vole du temps aux autres. Donc, ça implique une exigence considérable. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis beaucoup de temps, je pense à écrire, parce que demander aux autres de vous lire, c'est... voilà, l'idée que ce soit des inconnus, c'est assez magique, se dire qu'il y a des liens ténus et invisibles qui se créent, et quelque chose de très beau. L'idée que les émotions voyagent et qu'elles sont à la fois singulières et universelles, c'est très beau, c'est très émouvant. Tout ce qui me fait lectrice fait que je trouve beau d'avoir fabriqué un objet qui va pouvoir être partagé. Et c'était mon travail aussi dans le secteur culturel. C'est ça qui vraiment était au cœur de mon expérience dans le secteur culturel, le partage de l'émotion esthétique, que ce soit dans le jazz où j'ai travaillé ou dans les jardins. Et c'était vraiment le partage de l'émotion artistique. Et c'est ça qui me plaît. Ensuite, que mon nom soit écrit sur la couverture n'a absolument aucune importance pour moi. Et je suis incapable de le relire. Je l'ai pas rouvert, je ne l'ai pas relu. Il me gêne même. C'est très dérangeant d'avoir, je ne sais pas, peut-être par pudeur ou par timidité, j'ai envie de passer à autre chose. Pour moi, the job is done. J'ai fait mon boulot, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'ai fait du mieux que je pouvais. Maintenant, je trouve merveilleux que les émotions voyagent et qu'elles puissent être partagées. Voilà, pardon, j'ai été un peu longue. À toi, Madeleine. Alors moi, mon ordinateur, il bug un peu. Alors si jamais je m'en vais, ce ne sera pas ma faute. Il veut redémarrer, donc j'espère que ça ira. Alors, moi, la petite anecdote, c'est que j'ai publié un texte sur Facebook un jour l'été dernier, au mois d'août, en disant, c'était un texte qui n'était pas très clair, mais qui disait que j'avais des refus, j'avais beaucoup de non. Et en fait, j'attendais un oui. Donc, c'était un texte qui disait un petit peu ça. Et je poste ça sur Facebook. Et 1 heure après, Pierre Balzan m'appelle. Il n'avait absolument pas vu ce que j'avais écrit. Hein, c'est un hasard complet. Mais il m'appelle pour me dire oui. En fait, le texte, je lui avais envoyé au mois de décembre. Et il m'a répondu oui au mois d'août. Donc, ça a pris quand même quelques mois. Donc, j'y croyais vraiment plus. Donc, la petite anecdote, elle est là. Et après, quand j'ai reçu le livre, c'était évidemment magnifique. Je l'ai relu le soir même. J'avais presque oublié, je crois, parce qu'il a eu tellement de vies différentes que j'ai pris plaisir à le relire. Et encore une fois, La Fosse aux ours, pour moi, c'est tellement d'auteurs importants qui ont compté dans ma vie que c'est pas Gallimard, mais c'est un chouette éditeur quand même. Alors pour ma part, donc du coup je reviens sur cette petite anecdote de ce premier roman. D'ailleurs c'est rigolo, je pensais à Madeleine et au hasard, au hasard, non, à la sensibilité de Charlotte qui nous a rejoint là, mais ce roman il s'appelait Petit jour. Ah oui. Donc voilà. Alors donc j'avais écrit ce premier roman que j'avais envoyé complètement fougueuse partout. Voilà, au service des manuscrits. Et donc, j'avais eu, je sais pas, une vingtaine de refus formels, quoi, stéréotypés. Et puis, j'avais eu par contre une proposition de Karina Ossine qui travaillait encore, qui était directrice chez Lattès à ce moment-là, de me rencontrer. Et en fait, donc on s'est rencontrés dans son bureau. Donc là, j'en revenais pas. Mais en fait,
Elle m'annonçait qu'elle ne publierait pas ce roman, mais elle m'a encouragée à continuer et surtout à lui envoyer les suivants. Et elle m'a expliqué ce qu'elle avait aimé dans mon écriture. Et c'est très important, en fait, que quelqu'un vous dise ce qui lui a plu. Enfin, je me souviens pas de critiques, en fait. Je me souviens pas qu'elle m'ait dit ce qui était mauvais, mais plutôt ce qui était bon. Et ça m'a marqué. Et puis, sur ce, je suis repartie. J'ai essayé d'écrire un autre roman que j'ai complètement laissé tomber pour écrire Les après-midi d'hiver. D'ailleurs, c'est son envers, vraiment. C'est une histoire d'été. Voilà. Et puis quand j'ai fini ce deuxième roman, je me souvenais bien de ce que m'avait dit Karina Ossine, donc je l'ai recontactée en lui envoyant mon roman en disant que bien sûr, bah, depuis toutes ces années, elle m'attendait, elle m'avait dit de lui envoyer mon texte. Et puis j'ai eu aucune réponse pendant quelques mois. Je l'avais envoyé aussi à 3 ou 4 autres éditeurs. Et puis j'ai eu une réponse d'un autre éditeur pendant l'été, c'est Christophe Luquin, c'est un petit éditeur. Voilà. Et puis j'allais signer avec lui. Et puis en fait, j'ai recontacté Karina pour lui dire voilà, j'ai jamais eu de réponse. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait tout simplement pas vu mon mail, qu'elle avait laissé passer mon mail et de lui renvoyer. Et puis en fait, j'ai rencontré Christophe Luquin qui se faisait lâcher par son distributeur, donc qui finalement m'annonçait que ça se ferait pas, que c'était terminé quoi. Et 2 semaines plus tard, bah, je signais du coup chez Gallimard, puisqu'entre-temps, Karina était passée chez Gallimard et elle m'a remis entre les mains de Charlotte. Et donc, on a travaillé ensemble. Voilà. Charlotte Van Essen. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Oui. Je vois le temps qui file. C'est quand même une frustration terrible. Mais bon. La seule question que je vous avais dévoilée, mesdames, avant la soirée, c'était de votre vie de lectrice ou alors d'un livre inspirant, mais en tout cas de nous proposer voilà, une lecture importante pour vous ou un coup de cœur. On est tout oui. Ah, moi j'avais cru que tu nous demandais le livre qui ne nous quitte pas, qui est notre livre de chevet ou Alors c'est comme on veut. Le livre de chevet, le livre coup de cœur, le livre inspirant, le livre voilà. D'accord. Alors je vais faire les deux rapidement. Les livres qui me quittent absolument pas et c'est de chevet, c'est Verlaine et voire Baudelaire, mais surtout Verlaine et particulièrement les poèmes saturniens et les fêtes galantes parce que je trouve qu'il y a dans la poésie une espèce de quand ça va pas, ouvrez un livre de poésie et on se sent moins seul. Il y a ça. Ensuite, j'attrape le livre un instant. Voilà, je l'ai là justement. Donc, un coup de cœur que j'ai eu récemment et je tiens à en parler en fait parce que l'éditeur vient de mourir tragiquement d'une maladie cardiaque à 51 ans, donc très jeune. Son père était mort à 45, je crois, ou je sais pas quoi, mais qui était déjà éditeur. Donc, c'est chez Pierre-Guillaume Deroux. Et le livre s'appelle Fille donnée aux Adamites. Je vous le montre parce que c'est un titre un peu complexe, par Mathias Rambaud. Et moi, j'aime beaucoup, il y a des auteurs, je suis très sensible à l'écriture et au style. Et pour moi, c'est un style absolument splendide. Je pense qu'il y a les fulgurances sensorielles, on parlait de sensorialité d'une Virginia Woolf, mais il y a aussi l'élégance et la maîtrise linguistique d'un Julien Gracq. Donc, c'est pas... donc, stylistiquement, c'est vraiment exceptionnel. Je ne dirais pas que c'est un roman facile. Ce n'est pas un easy read. Voilà. Mais Fille donnée aux Adamites de Mathias Rambaud, et d'autant plus que c'est une maison qui va probablement s'éteindre, ce qui est très triste, qui était portée par un éditeur qui a traversé plein de maisons d'édition françaises et voilà, et qui était une figure à la fois originale et une vraie figure d'éditeur comme voilà, comme il y en a peut-être plus tant que ça. Voilà. Alors moi, je fais pas mal de rencontres scolaires, surtout pour mon dernier livre, là, Mon père des montagnes. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent.
Donc, je raconte toujours la même histoire. Moi, le livre qui a été vraiment un déclencheur pour l'écriture, parce que j'étais une grande lectrice, mais je n'avais pas encore compris que j'allais écrire, c'est 37 de le matin de Philippe Dian. Alors, c'est peut-être un peu bateau comme livre, mais je me rappelle très bien quand je l'ai lu, j'avais 14 ans, c'était un été où je m'ennuyais beaucoup, où j'avais lu à peu près tout ce que j'avais comme livre et où j'ai été piquée dans les étagères de ma tante. Et je me rappelle que je me suis dit, mais on peut écrire comme ça. C'était vraiment, bon, j'ai adoré l'histoire, mais j'étais surtout tombée amoureuse de son écriture. Et après, avec les années, c'est vrai que bon, maintenant, je continue de les lire parce que j'aime toujours, mais j'aime beaucoup moins. Mais par contre, ça a été, s'il y a un livre que je retiens, c'est celui-là. Après, quand je rencontre des gamins en rencontre scolaire, je parle aussi d'un écrivain qui s'appelle Thierry Lenain, qui écrit en jeunesse, qui écrit beaucoup moins maintenant, mais qui écrivait beaucoup quand moi j'étais gamine. Et les livres de Thierry Lenain ont beaucoup compté pour moi aussi quand j'étais adolescente. Et à tel point qu'il y en a un, j'ai recopié en entier à la machine à écrire de ma mère, tellement je voulais me l'approprier. Donc, je pense que je citerai ces deux-là. Alors, pour moi, c'est Mémoire de fille d'Annie Ernaux. Mais c'est difficile d'en parler parce que je l'aime trop. En fait, il m'a expliqué beaucoup de choses, mais j'ai encore du mal à expliquer ce qu'il m'a expliqué. Mais j'ai compris beaucoup de choses grâce à ce livre. Et puis, il y a celui-ci que j'ai aussi toujours sur mon bureau quand j'écris, c'est La femme gauchère de Peter Handke. Je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont lu, mais c'est fou. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui décide du jour au lendemain d'être seule et demande en fait à être seule. Et personne ne comprend sa décision. Donc, on lui rend visite en permanence. Et en fait, je sais plus, je crois que c'est sur une semaine, mais on vient sonner chez elle, on vient lui amener des choses, son mari ne comprend pas. Et en fait, elle voulait juste être seule. C'est quelque chose de très simple, sa demande est très simple. Et ça paraît être extrêmement compliqué pour les autres. Et pareil, c'est un livre que je trouve limpide, merveilleux. Voilà, je vous conseille si jamais. Bon, définitivement, demain, le mercredi sera désormais jour de librairie quand on a des conseils. Et c'est drôle parce que j'avoue, comme quoi, hein, que je pensais que Madeleine allait parler d'Annie Ernaux et finalement c'est Anna. J'adore le cercle. Avant de laisser la parole soit aux petites questions, soit à vous, je vais faire une dernière question qui est la question traditionnelle, mais vous ne pouviez pas savoir, à laquelle il va falloir répondre en un seul mot et qui est écrire, c'est. Hurler. Mais moi, je vais dire un truc complètement bateau. Je vais dire vivre. Nécessaire. Pas si bateau quand même tout ça. Merci beaucoup. Je laisse. J'avais 150 millions d'autres questions, hein, évidemment, hein, si vous faites les timides. Mais je vais laisser. Alors Nicole ou Sabine, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu les questions s'il y en avait par le chat. Et puis si vous voulez poser des questions, qu'on entende vos voix, enfin voilà, allez-y. Vous êtes chez vous. Il y avait une question pour Madeleine au sujet de cette superbe couverture. On va essayer d'en connaître l'histoire. En fait, l'éditeur m'a proposé 2 tableaux du même peintre, dont j'ai oublié le nom. Et en fait, l'autre tableau, c'était dans une gare, hein, c'était sur un quai de gare, donc ça collait aussi à l'histoire. Mais je préférais beaucoup cette femme. Hein, et après, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si c'était moi, carrément. Donc, c'est pas moi. Mais j'adore ce tableau. Je trouve qu'il y a quelque chose d'oper. Il y a quelque chose de très, très beau. Donc, c'est une couverture qui me plaît beaucoup. Et puis, il y avait une question, pardon, sur Thierry Lenain, sur un livre en particulier de Thierry Lenain. Il y a un livre qui s'appelle Un marronnier sous les étoiles, qui est une merveille. Une merveille, qui est encore édité aujourd'hui, hein, que vous pouvez faire lire à des ados. Voilà.
Magali qui voulait savoir si c'est parce qu'on a grandi qu'on passe de la jeunesse au roman adulte, même si on a quand même eu un bout de réponse tout à l'heure. En fait, moi, je ne m'étais jamais dit je vais écrire pour la jeunesse. Ça n'a jamais été un but. Mais encore une fois, il y a Thierry Lenain dans l'histoire parce que le premier texte que j'ai publié, il était de Léa, je l'avais écrit pour lui. À l'époque, il animait une collection chez un autre éditeur et puis il se trouve qu'il n'a pas voulu de mon texte. Il m'a dit par contre, tu n'auras aucun problème à le faire publier ailleurs, il est très bien. Mais je veux pas publier d'histoire d'amour pour les enfants. C'était une histoire d'amour un peu entre deux enfants et il se refusait à publier ça pour les raisons qui étaient les siennes. Mais je me suis jamais dit que j'allais écrire pour la jeunesse. Moi, j'ai toujours voulu écrire pour les adultes. Donc, je pense que je continuerai peut-être d'écrire des choses pour la jeunesse, mais pour moi, la frontière, elle est très mince. Je me mets pas beaucoup de barrières quand j'écris pour la jeunesse. Je me dis pas spécialement c'est un texte pour les ados. Alors, je sais que pourtant que mon cœur bat, par exemple, ça a posé des soucis parce que c'était peut-être pas sa place. C'était peut-être pas la place d'un roman jeunesse. Peut-être qu'il aurait dû être publié en adulte. Mais moi, mon envie aujourd'hui, c'est d'écrire avant tout pour les adultes. Je vais piquer parce qu'il y a quand même une question que j'ai finalement pas posée, qui est le « et après ?» Quand même, je vous rends la parole après. Le suivant, je sais bien que c'est un tout, normalement on ne parle pas, mais on a envie de continuer à vous suivre. Alors, vous en êtes où, mesdames, du suivant? Alors, le suivant, bientôt fini. Ensuite, bientôt fini, ça veut dire bientôt fini de mon côté. Ensuite, le calendrier éditorial fait que ça peut prendre 1 an et demi pour le publier. Il faut qu'il soit accepté. C'est ce que disaient Madeleine et Anna. Hein. Quand on écrit un texte, on n'a jamais aucune garantie qu'il soit publié. Donc, et en un sens, c'est pas pour ça qu'on l'écrit, heureusement. On écrit parce qu'il s'impose et qu'il faut l'écrire. Ensuite, est-ce qu'il va rencontrer un éditeur au bon moment, au bon endroit? C'est une autre histoire. Mais voilà, donc il est bientôt fini. Donc, hopefully, je ne sais pas, ensuite 1 an et demi ou un truc comme ça, parce que c'est pour le publier. En plus, dans une grosse maison, ça prend du temps. Alors moi, il n'est pas du tout fini, il est à peine commencé et je prends mon temps. Après, j'ai très peur, comme je raconte encore un peu ma vie, j'ai très peur que l'éditeur me le refuse parce qu'il ressemblerait trop à Avant le jour. Donc, pour l'instant, je ne me pose pas non plus trop de questions, j'écris doucement et donc, on verra bien. J'espère que ça lui plaira autant que ça lui a plu à Avant le jour. C'est surtout ça, ma crainte, c'est qu'ils me disent que c'est un texte qui ressemble trop au précédent. C'est chouette d'écrire toujours le même texte, Madine. Enfin, j'ai l'impression qu'on écrit toujours le même et puis qu'on n'écrit jamais le même finalement. Enfin, moi, je suis en train d'écrire le deuxième. Il est écrit, mais tout en morceaux, tout en bazar, en fragments. J'ai un énorme rangement à faire et un travail de couture entre tous les petits morceaux. Et j'ai plus ou moins cousu la première moitié et il me reste la deuxième encore en chantier. Voilà, mais j'y travaille. J'adore, il y a de la glaise, il y a de la couture. On est très dans le travail manuel et l'artisanat, c'est très chouette. Nicole, je te relaisse la parole. Bah oui, moi, si personne n'a de questions, je continue à en poser. Hein. Est-ce que vous suivez un petit peu les retours des lecteurs? Bon, en ce moment, c'est compliqué parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas les avoir face à vous en librairie comme d'habitude. Est-ce que vous les suivez un peu de loin sur les réseaux? Et quel est votre rapport, surtout pour les primo-romancières, avec ces retours? Alors, est-ce qu'on les suit? Alors, moi, je suis comme Anna, je suis sortie au moment du confinement, on est sortis en même temps. Donc, le pire moment possible, début mars. Donc, les rencontres de lecteurs, oui, ça a été... non, il y en a eu quand même.
il y a eu des rencontres un peu clandestines organisées dans des jardins, etc. pendant l'été, à défaut d'avoir des salons et des rencontres en librairie. Mais oui, il y a aussi les dialogues sur les réseaux sociaux et les 68 premières fois. En fait, c'est ça que j'ai trouvé très chaleureux et très agréable, c'est que ça crée un véritable dialogue. Là, dans les semaines passées, il y a des dialogues qui se sont engagés sur les réseaux sociaux grâce à vous. Et c'est bien. Moi, je suis quelqu'un de très privé et d'assez méfiante pour avoir vécu dans la Silicon Valley et avoir participé au début de Facebook et avoir vu ça de très près. Et je ne suis pas contre, hein, voilà, mais moi, dans ma vie, j'aime pas y attacher trop d'importance. Donc, je fais ce qu'il faut parce que je trouve ça merveilleux de pouvoir dialoguer, surtout à des moments où on ne peut pas le faire, avec des gens de cette façon-là. Et tout partage est bon. Je trouve qu'il manque à ce partage-là quand même des choses essentielles. Donc, j'ai hâte de pouvoir rencontrer les gens, boire un verre à la SGDL. Et je préfère de loin rencontrer les gens en personne parce que c'est, surtout quand on est écrivain, ce qui vous intéresse. Alors, je ne sais pas si c'est aussi vrai quand on est dans l'autofiction, mais je pense quand même, quand on est écrivain, ce qui vous intéresse, c'est les gens. Et c'est le contact humain et c'est de les écouter, de les voir, de les observer et de les sentir vibrer et de vibrer à l'unisson avec eux. Donc, voilà, donc les lecteurs essentiels et puis les lecteurs vous disent des choses sur ce que vous écrivez qu'on ne soupçonne pas. Mais ce qui est beau, c'est que les lecteurs vous disent surtout des choses sur eux et des choses qui ont résonné à la lecture de votre texte, mais qui sont finalement des choses qu'ils y ont mises. Et c'est aussi de ça dont parle mon roman à travers le parallèle avec l'expérience picturale. Mais c'est ce que j'essaie de traduire dans mon roman, c'est-à-dire comment est-ce que la magie d'une œuvre d'art, quand on connecte avec elle, c'est qu'on y projette qui on est et que elle agit comme un révélateur ou comme un catalyseur sur des émotions qui sont enfouies, des pensées qui sont éventuellement refoulées ou qui vous occupent à cet instant-là. Et voilà, et ça désépaissit votre sensibilité. C'est ça qui est beau et c'est ça que j'aime entendre en fait. Plus que d'avoir un lecteur qui parle de mon travail, j'aime un lecteur qui parle de ses émotions. Voilà, c'est ça que je trouve très beau, d'entendre un lecteur parler de lui finalement, à travers, avec comme support de cette conversation un livre. Il se trouve que c'est le nôtre, mais ça pourrait être quel que soit le livre. Voilà. Moi, j'ai pas fait de rencontre en librairie, évidemment, mais par contre, depuis qu'il est sorti, il y a beaucoup, enfin, je trouve, de retours sur Instagram ou sur Facebook. Et ça me remplit de joie et de fierté. Enfin, et je suis tout à fait d'accord avec Lucie. C'est ce que les gens disent d'eux qui est très touchant, en fait. Parce que quand quelqu'un vous dit qu'il a pleuré, moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ça. J'y crois presque pas, c'est-à-dire que j'y crois, c'est presque, je les mets presque en doute ces gens-là. Alors je crois pas, hein, je pense qu'ils n'ont pas menti, voilà. Mais c'est quand même assez énorme de se dire que c'est ce qu'on a écrit qui a provoqué ça. Donc moi je suis très 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 touchée par tous les retours qu'il y a sur ce livre depuis sa parution. Oui, moi aussi, comme Madeleine, complètement bouleversée à chaque chronique, petit mot. C'est au-delà de ce que je pensais, en fait. Et puis, ça a eu une saveur particulière dans ce moment où, justement, on était isolés, enfermés, dans l'impossibilité de rencontrer des nouvelles personnes. J'ai eu l'impression d'avoir accès au contraire, plein de sensibilités de personnes que je connaissais pas, mais qui me témoignaient de leur lecture, de ce qu'ils ou elles avaient lu dans mon livre. Et ce qui fait que j'ai eu l'impression d'avoir connu cette année en fait une vraie richesse en fait, alors même qu'on n'a vraiment pas eu l'opportunité de s'ouvrir, de se rencontrer. Et je me souviens de mon éditrice qui m'avait dit quand
quand mon livre est sorti, elle m'avait dit un peu quelques semaines avant, bon là, il faut vraiment que tu te crées, que tu sois un peu sur les réseaux, tu vas voir Instagram, c'est bien, c'est mieux que Facebook, blablabla. Puis j'étais vraiment, non, j'ai trop la flemme, trop la flemme. Et puis finalement, bah, je me suis créé un compte Instagram dans les premiers jours du confinement, mais merci en fait. Enfin, c'était pas ce que j'avais imaginé. J'ai eu des échanges avec des lecteurs, des lectrices. J'ai eu plein d'idées lecture. Enfin, oui, ça a été une ouverture qui m'a, bon, pas Instagram en soi, mais je veux dire ce que ça a permis comme échange. Voilà. Donc, merci d'ailleurs à vous tous et toutes. Une petite question pour Lucie, de la part de Annie, qui a le blog Tes livres, tes arts, que vous avez peut-être croisé du coup sur les réseaux, qui demande en fait si vous avez imaginé une version cinématographique de votre roman, puisque elle a été fascinée par toutes les images simultanées que ça lui a envoyées au cours de sa lecture. J'adorerais qu'il soit adapté au cinéma. Non, j'ai pas du tout eu ça à l'esprit. J'ai eu à l'esprit forcément des choses cinématographiques parce que je me suis aperçue après coup que si vous avez lu le roman, donc que Hitchcock m'a influencé notamment dans les cadrages et aussi dans ce qu'il appelle faire à propos de fenêtres sur cour. Il avait dit, je crois que c'est dans ses entretiens avec Truffaut, où il a dit je me suis amusé à faire, au lieu de dire j'ai fait de la direction d'acteur, il a dit je me suis amusé à faire de la direction de spectateur. Et c'est ce que je fais dans mon roman. Je m'amuse à faire de la direction de lecteur, c'est-à-dire jouer avec... à entraîner le lecteur dans certaines directions et puis il y a ce jeu de fenêtres de regard, etc. Donc ça ne serait pas forcément facile à adapter au cinéma, mais ça poserait des questions qui seraient très intéressantes, je pense, parce qu'il y a des ambiguïtés, des non-dits et puis il y a un mystère quand même qui serait difficile à rendre si on montrait ça en images. Et que seul le livre permet, la littérature permet, mais j'adorerais. Ensuite, il faut un producteur. Voilà, donc peut-être, je rêverais qu'un producteur tombe sur mon livre et se dise j'aimerais l'adapter. Mais pour l'instant, on n'en a pas parlé du tout. On n'en a pas parlé, mais ça viendra peut-être dans un deuxième temps. J'ai pas vu d'autres questions. Personne pour oser prendre le micro. Moi, je voulais bien prendre la parole, mais ce n'était pas pour une question. C'était juste pour remercier les 68 premières fois parce que j'ai découvert le roman de Anna. Je n'ai pas encore lu les deux autres, hein, mais en tout cas, le roman de Anna m'a énormément touchée. Et donc, voilà, je voulais remercier particulièrement les 68 et puis dire merci à Anna vraiment pour ce roman qui m'a énormément touchée et avoir la possibilité d'échanger ce soir. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Moi aussi, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais pour le merci pour les 68, on le prend. C'est ça l'idée. Et puis alors, je fais de l'anti-68, mais pour vous prouver que les trois sont là, alors qu'ils sont en train de voyager chez vous, parce que j'ai été les acheter en librairie. Il était hors de question qu'ils ne soient pas chez moi et qu'ils ne restent pas chez moi. Et je les ai relus, ce qui est quand même assez rare chez moi, sauf obsession, ce qui arrive quand même parfois sur certains livres. Mais voilà, donc je fais de l'anti-68 parce que vous allez les recevoir, mais je peux vous dire que ça, c'est qu'à un moment donné, quand vous les aurez lus, vous aurez envie juste de les garder chez vous. Vraiment tous les trois, parce qu'ils sont avec des thèmes communs, mais très différents, chacune à son écriture. J'aurais voulu qu'on lise, mais je me dis que Zoom n'est pas le meilleur truc, mais voilà, de faire entendre vos voix. Mais j'ajoute mon merci à celui de Taël pour vos romans qui sont absolument magnifiques. Très bien, Magali nous dit qu'elle les a commandés pour sa médiathèque. C'est parfait. Merci Magali. Pas d'autres questions? Parce qu'en fait, j'ai pas envie là que ça s'arrête, mais en même temps, il est un peu l'heure que l'on s'était dit. Mais vous faites vos timides. Après, chacune sont effectivement disponibles sur Instagram ou Facebook ou pour des petits retours qu'on ne veut pas exposer à tout le monde.
Merci infiniment, Lucie, Madeleine et Anna, pour votre présence, pour vos livres. Voilà, maintenant, on vous suit parce qu'on est les premières fois, mais on est aussi et plus si affinité. Donc là, on a peu de doutes sur la suite et sur les affinités. Et puis, j'avais noté, en fait, je dévoile les trucs. Quand je travaille, j'écris avec plein de couleurs. Normalement, je devais vous poser tout ça, je n'ai pas du tout posé tout ça. J'avais noté des phrases de vos livres, je ne vais pas les lire, mais j'en avais noté une d'Annie Ernaux, on y revient, parce que je trouvais qu'elle disait finalement vos livres, et peut-être après vous avoir entendu votre rapport à l'écriture, qui est « Je n'aime réellement qu'écrire parce que c'est retenir la vie ». Et ben, je crois que moi, vous lire, c'est ça, et que c'est vraiment retenir la vie, et que voilà, je vous remercie infiniment, je ne cesserai de le dire. Il y aura un replay, donc je sais qu'il y en a d'autres qui vont dire, mais en fait, on n'est pas les chouchous, c'est vous trois, mais tant pis, j'assume. Merci infiniment, et puis en espérant vous voir en vrai bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Merci Charlotte. Et je dirais, c'est retenir la vie, mais je ne suis pas entièrement d'accord, c'est aussi déployer la vie. Je trouve que c'est plus que ça. C'est pas seulement la retenir, mais c'est aussi l'enrichir et l'ouvrir et lui donner plus de richesse et d'épaisseur. Donc, la déployer, c'est peut-être pas le mot exact, mais en tout cas, c'est celui que j'emploierais. Merci beaucoup à tous. Merci. Continuons à lire. Et merci à tous d'être là, d'avoir montré vos visages, d'avoir passé cette heure avec nous. Je sais bien qu'en plus, le 19-20 heures, c'est pas forcément l'idéal, mais merci. C'est plein de douceur et plein de chaleur.